Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux, c'est la saison 2 qui commence après un mois de vacances, d'absence, de petites déprimes aussi post-JO parce que ça a été tellement extraordinaire pour moi que j'ai eu du mal à m'en remettre. Il y a eu un peu d'actualité dans la NBA, mais franchement j'ai voulu vraiment faire une pause et prendre le temps de me sentir prêt pour reprendre mes vidéos. Et donc là, je vais vous offrir 6 vidéos sur le thème des JO, des vidéos thématiques. Donc on va commencer aujourd'hui par l'équipe de France, et ensuite on parlera des États-Unis, des autres équipes que j'ai pu admirer avec vraiment de très grands joueurs NBA ou mondiaux. Et puis on a aussi le tournoi féminin qui m'a beaucoup intéressé finalement, même si j'ai vu moins de matchs. Et un week-end spécial où je me suis fait plaisir, je suis retourné à Paris, même si je n'ai pas vu les matchs, ça coûtait trop cher, c'était très compliqué d'avoir des places, mais j'ai voulu me confronter à l'ambiance, et puis je vous raconterai enfin les coulisses de toutes ces super journées que j'ai pu vivre complètement hors du commun, avec des rencontres, voilà, un Dirk Nowitzki que je croise aux abords de Bercy et qui m'accorde un selfie. J'ai aussi rencontré des supporters du monde entier, bref, j'ai plein de choses à vous raconter. Mais je vais commencer par l'équipe de France. Il s'est trouvé que le premier match que j'ai vu au JO à Lille, c'était France-Brésil. Donc j'étais ravi de pouvoir assister à l'entrée en compétition de nos Bleus, en sachant que le transport ça n'a pas été si facile que ça, parce que la veille il y a eu des sabotages généralisés sur les lignes de chemin de fer. Du coup j'ai quand même pu arriver à Lille avec 1 heure de retard, prendre mon logement en Airbnb, et puis j'ai pu enfin rejoindre le stade Pierre-Mauroy, qui a accueilli vraiment brillamment, je trouve, cette première phase des JO, avec 27 000 places. C'est absolument hallucinant pour du basket d'arriver dans une salle comme ça. Moi, le maximum, ça a été, je crois, la Comet Arena qui a 10 000 places, et la LDLC Arena aussi, où j'avais vu France-Serbie en juillet en préparation, même si ça s'était pas très bien passé pour les Français. Enfin, voilà, les alentours du stade, avec beaucoup de bénévoles hyper chaleureux, sympathiques, les joueurs comme Victor Wembanyama, dont il y avait le maillot partout, c'était vraiment une super attraction, hein. Et puis il y avait quand même un petit enjeu, hein. Il fallait entrer dans cette compétition olympique, en sachant qu'on était dans un groupe abordable avec le Brésil et le Japon pour commencer. En plus, on n'attaquait pas directement avec le plateau de résistance allemand. Donc ça me permet de passer au match contre le Japon, qui a été, je crois, une des sensations les plus incroyables que j'ai jamais vécues dans une salle de basket, avec le panier de, je pense, ce tournoi carrément, de Matthew Strazel. Parce que sans ce panier-là à 3 points avec la faute à 14 secondes de la fin, eh bien on était cuit. Je pense qu'on serait passé à la trappe, honnêtement. J'aurais mal vu une réaction face à l'Allemagne, ça aurait été compliqué. Bref, les Japonais ont joué leur jeu crânement, beaucoup de tirs extérieurs, beaucoup d'audace, de la percussion aussi sur Wembanyama, qui a eu du mal à se trouver vraiment durant le temps réglementaire. Je salue également Evan Fournier, dont on reparlera bien sûr dans la suite, hein, quand ça s'est passé du côté de Bercy. Il a su être vraiment extraordinaire, lui, dans son style, et il a pris un panier à 3 points vraiment égalisateur, hyper important, avant le panier de Matthew Strazel. Ça s'est conclu en prolongation assez inespérée, et puis voilà, les Bleus ont su imposer leur force sur les 5 dernières minutes du match. Ouf, parce que, double soulagement, parce que c'était l'occasion de voir à la fois une qualification pas jolie, mais voilà, parfois le basket, il faut être réaliste et se dire que ça va pas être toujours extraordinairement spectaculaire. On avait toujours des problèmes divers et variés, mais en tout cas dans la salle il y avait beaucoup d'ambiance,
Quelques jours plus tard, c'était le duel tant attendu face à l'Allemagne pour la première place du groupe. Et il y avait pas mal de supporters allemands dans les tribunes. Donc moi je m'attendais à un peu un duel de supporters. Il y a eu un match qui a été plutôt serré au premier quart-temps, on l'oublie peut-être, mais en grosso modo, nos joueurs ont fait une entame correcte, sauf que il y a eu un changement de 5 joueurs d'un coup, Vincent Collet, un peu comme en prépa, a remplacé tous ses joueurs, et ça a cassé le momentum. En tout cas, on a été assez vite en mal de solutions, et les titulaires qui sont revenus dans le deuxième quart-temps, puis dans le troisième, ils ont été vraiment hors de leur rythme. Dans la salle, il y a eu des sifflets, notamment à la mi-temps, et c'était, je pense, tout à fait compréhensible parce qu'il y avait vraiment quelque chose d'assez honteux dans leurs prestations et qui était un peu gênant dans la mesure où il y avait tant de supporters français là pour tenter voilà, de soutenir l'équipe, mais franchement le cœur y était plus. Heureusement, dans les 10 dernières minutes, même si évidemment on a fini à je crois 14 points d'écart, il y a eu une réaction d'orgueil emmenée par Gershon Yabusele et Isaiah Cordigné, un joueur au parcours assez atypique, qui a été notre joker offensif finalement et notre étincelle dans ce tournoi. Vraiment, moi j'ai adoré ce qu'il a pu apporter en termes d'état d'esprit. Et donc, on était qualifié, on savait qu'on allait être deuxième et donc potentiellement affronter une équipe forte, en l'occurrence le Canada. Du coup, j'ai trouvé que c'était une première partie de tournoi frustrante. Moi, je me faisais une joie de voir 3 fois l'équipe de France sur ces 3 matchs de poule. Je m'attendais à mieux, voire beaucoup mieux. Je pensais qu'il y aurait au moins 2 victoires. Honnêtement, je ne les voyais pas forcément être premiers. Mais là, voilà, il y avait une grande gifle qui a été infligée, mais ils ont su rebondir, vous le savez. Voilà, donc en résumé, le Canada a encaissé l'intensité des Français à Bercy. Je voyais effectivement que les lignes arrières étaient très fortes au Canada, mais que leurs intérieurs étaient largement prenables, et c'est ce qui s'est passé. On leur a mis une pression de dingue, une intensité qu'ils n'ont pas su matcher. Ça a été serré quand même, mais voilà, les joueurs ont su élever leur niveau de jeu. Entre temps, il y a eu l'incident, maintenant on le sait, entre Evan Fournier et Jean-Pierre Suta, le président de la fédération, qui a finalement cimenté définitivement ce groupe de fous furieux qui s'est dit: ok, c'est nous contre le reste du monde. Avec le staff, on est vraiment soudés pour arriver à une médaille, à un résultat ultime. On pensait à la médaille d'or comme un objectif. Victor Wembanyama l'avait cité au début, hein, mais en tant que supporter, c'était quand même compliqué de se dire que passer devant les États-Unis, ça serait possible. Avant cela, il a fallu quand même battre encore un client, en l'occurrence l'Allemagne justement. Coucou, nous revoilà, et pas dans les mêmes dispositions, même s'il y a eu des périodes où l'équipe de France en première mi-temps a eu plus de 10 points de retard, 2 fois, et ils ont su revenir, ces Français, avec panache, avec ténacité, avec une volonté de laver l'affront. Et même si j'ai regardé ce match comme vous, je pense, devant ma télé, franchement, j'ai retrouvé ce que j'avais vu sous forme d'éclair à Lille. Et cette victoire en demi-finale, elle a été un régal parce que on rabattait un peu le caquet de certains joueurs comme Dennis Schroeder, par ailleurs immense joueur en FIBA. Et puis on avait les portes de la finale qui s'ouvraient face aux États-Unis, qui ont réussi à s'extirper du bourbier serbe. Rappelons-nous quand même, parce que c'est... Je sais pas si ça restera dans l'histoire comme un fait majeur, mais moi je les voyais vraiment perdre. Ces États-Unis, on les avait vus menacés par les équipes en préparation, parfois s'imposer d'extrême justesse. Et là, c'est ce qui s'est passé vraiment face à cette Serbie qui a dominé, je crois, au score pendant peut-être 37-38 minutes. Et les États-Unis sont repassés devant au meilleur moment en coupant
voilà, l'organisation serbe qui était assez basée sur l'adresse, ça s'est effondré, ok. Et donc on s'est retrouvé face aux grandissime favoris. Et donc nos Français se sont retrouvés face à LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant et autres. En finale des JO, on va dire sur la plus grande scène qui puisse exister. Hors finale NBA peut-être. En tout cas, ils ont su répondre assez bien à la prestance des Américains qui étaient en tête dans ce match. Les Français n'ont pas réussi à poser le jeu, donc ça a un petit peu facilité le jeu en transition côté américain, et ça a été pour nous l'occasion d'avoir des petits regrets, hein, avec ce 3 points qui nous séparait de Team USA et qui a été après balayé par un génie, Steph Curry, qui a panié à 3 points sur 4 en 2 minutes. Tirait quoi qu'il arrive, même s'il y avait Kevin Durant et LeBron James sur le côté libre entièrement. Je pense que nos joueurs n'ont pas démérité, honnêtement. On a eu un grand Victor Wembanyama, 26 points. On a eu Nando De Colo qui a produit son meilleur match de tout l'été, hein, sur cette finale. Donc franchement, chapeau les Bleus. Cette médaille d'argent, je trouve qu'elle est méritée au final. On l'aurait pas donné à la fin du premier tour. Il y avait des équipes qui étaient largement au-dessus en termes de niveau de jeu, d'efficacité. Et finalement, voilà, ils ont su se réveiller, se révéler et nous procurer beaucoup d'émotions. Donc merci de votre attention pour cette première partie. À bientôt pour la deuxième sur Team USA.